we're having a conversation here in Paris on the reforms of the financial architecture. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous discutons de la refonte de l'architecture financière et de toute autre refonte qui pourrait avoir lieu dans le cadre de notre écosystème. Nous souhaitons mettre cette discussion sur la table et l'évaluer d'un point de vue de l'Afrique. Envisager cette discussion sur le cas dans une perspective des rapports entre l'Union africaine et le G20. Nous avons un panel de haute facture que je remercie d'ailleurs de prendre part à cette session qui va nous faire parcourir les différents angles de la raison pour laquelle l'Union africaine et le G20 devraient interagir. Je commence par vous, Monsieur le commissaire Muchenga. Il est commissaire au commerce et à l'industrie de la Commission de l'Union africaine. Il est en première ligne de la discussion, de la promotion de la stratégie de la Commission de l'Union africaine. J'aimerais savoir, Monsieur le commissaire, est-ce que vous pourriez nous présenter les raisons pour lesquelles le G20 a besoin de l'Union africaine pour des raisons qui ne nous sont sans doute pas familières? Vous avez la parole, Monsieur le commissaire. Merci infiniment. Nous sommes dans un contexte de commerce international fragmenté. La question est que l'interdépendance entre les économies, entre les nations, est toujours autant souhaitée. Le cadre international de la coopération internationale existait depuis bien avant le G20. Le G20 compte pour environ 80% du PIB mondial, avec une population assez importante. Mais lorsqu'on regarde l'Union africaine, l'Afrique ne représente que 3% du PIB international. Un contraste frappant compte tenu de la population de ce continent, étant donné que l'Afrique compte 70% de la population internationale. En 2050, l'Afrique aura 25% de la population mondiale. En 2100, c'est-à-dire au 22e siècle, l'Afrique aura 88% de la population mondiale. En termes de gouvernance mondiale, il serait donc plus que sage qu'avec une telle population, l'Afrique puisse être assez influente. Compte tenu de notre participation marginale, ou alors malgré notre participation marginale au commerce international. La plupart des ressources naturelles requises pour le développement international viennent de l'Afrique. Les économies qui caractérisent l'Afrique, ou alors les termes qui caractérisent l'Afrique, sont que l'Afrique est le continent le plus riche en termes de ressources naturelles, mais le moins performant en termes de développement international. Qui en font les frais, ce sont les populations. Vous connaissez tous le phénomène d'immigration clandestine et régulière. L'Afrique fait partie systémique de l'économie mondiale, avec une population importante qui bientôt n'aura plus de ressources.
Lorsqu'on parle de dotation en termes de ressources naturelles dans le monde, on ne saurait oublier l'Afrique. En prenant tout ceci en considération, le président de l'Union africaine, qui est le président du Sénégal, a lancé cette stratégie qui a reçu l'assentiment de plusieurs parties prenantes, y compris les organisations internationales ici présentes, ce qui a conduit à l'organisation du sommet sur le leadership pour prendre une décision. Toutefois, en attendant que cette décision soit prise, l'Union africaine a organisé d'autres réunions, des réunions sur les investissements, des réunions sur le commerce, des réunions du G20 auxquelles nous avons été invités, des réunions où nous participons activement. Tout ceci pour dire que l'Afrique ne devrait pas être laissée pour compte lorsqu'on parle de développement ou de l'économie mondiale. La voix de l'Afrique devrait compter. Le monde ne se porte pas bien si l'Afrique ne se porte pas bien. Thank you very Merci. much, Commissioner. Merci I think always infiniment, Monsieur the le voice commissaire. is more important L'importance de la voix than de l'Afrique n'est plus à the point démontrer. also is that we are an important Vous part of indiquez the également que nous sommes un partenaire de growing choix qui continent ne devrait in plus the region. être ignoré si nous I wanted souhaitons faire to progresser le développement à l'échelle to internationale. Je vais vous donner la for those parole, who do not docteur know Morsi. Pour ceux Morsi, d'entre vous qui ne connaissaient pas le she is the docteur Morsi, elle est la secrétaire exécutive executive adjointe, deputy secretary executive secretary, sorry, thank you, of the UN plutôt, Economic elle est la Commission secrétaire for exécutive de la Africa. Commission And économique des Nations she's Unies pour also l'Afrique. Docteur really Morsi, active around this issue of the vous financial avez également architecture for joué un us. rôle Maybe central let's dans la start with refonte de this l'architecture to financière de get l'Afrique. a Et deeper j'aimerais sense of savoir ce que vous pensez would like to call ou that alors quelle est transition votre perspective de la relation entre le G20 et l'Afrique et au-delà. Merci infiniment. Merci. Pour- je vous remercie pour l'organisation de cet événement ô combien important. Aujourd'hui, où la question qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale. Nous souhaitons faire porter la voix de l'Afrique et assurer sa représentation à l'échelle internationale. Nous n'avons que très peu discuté de la question de l'architecture financière au sein de la CEA et au sein du groupe africain de la refonte de l'architecture financière à laquelle le commissaire ou que le commissaire Mouchenga et M. Ken du Ghana président. Ce que nous souhaitons faire, c'est faire progresser l'agenda sur l'architecture financière et rendre cette architecture inclusive de manière à ce qu'elle marche pour l'Afrique. Nous avons également essayé d'amplifier la voix de l'Afrique à l'échelle mondiale. Pour que ceci se réalise et pour que nous ne nous enlisions pas dans un cycle de discussion interminable du problème, nous avons également droit à une place à la table. Il y a un proverbe qui dit, si vous n'êtes pas à la table, vous faites partie du menu. Ça vaut pour l'architecture financière. S'il faut reformer l'architecture financière internationale, il faudrait que l'Afrique y prenne part. Sinon, l'Afrique ne sera qu'impactée par les conséquences sans avoir participé à l'élaboration de ce système. Et si l'Afrique veut valablement prendre part aux discussions sur la réforme de ce système, il faudrait qu'elle prenne part aux réunions du G20. Il faudrait qu'elle contribue de sorte qu'à ce qu'un système qui marche pour le monde entier, pour l'Afrique, soit trouvé. C'est la raison pour laquelle je pense que la participation de l'Afrique au G20 est une composante essentielle de ce projet.
il y a de cela 6 ans, ou alors il y a de cela des années, les systèmes qui ont été décidés l'ont été faits sans l'Afrique, raison pour laquelle nous n'avons que très peu à dire. C'est une question qui m'intéresse particulièrement, que l'Afrique prenne part aux discussions du G20 et j'espère qu'avec l'appui croissant en ce sens, ce projet se transformera en réalité et que cette année, contrairement aux autres années, l'Afrique prenne valablement part aux discussions du G20 et qu'ensemble, nous discutions des modalités de cette représentation de l'Union africaine au G20, que cette discussion se fasse avec le président de la Commission de l'Union africaine et d'autres parties prenantes. Ce que nous souhaitons faire est de nous rassurer que ceci se fasse et que des questions soient soulevées tout en préservant notre droit de déterminer ce qui marche pour nous. Parce que, à la fin de la journée, décider avec les autres régions ne signifie pas forcément décider ce qui marche pour nous. Il faudrait que nous contribuions à à l'élaboration d'un système qui marcherait pour l'Afrique. Ceci serait un jalon essentiel qui nous permettrait de satisfaire nos attentes parce que nous avons au préalable fixé cet objectif de voir les choses être conçues et être mises en œuvre d'une manière qui marche pour nous. Comment tirer pleinement parti de cette participation? Nous allons tous nous tenir derrière l'Union africaine afin de nous assurer que nous tirions pleinement parti de cette place qui nous sera donnée une fois qu'elle le sera, que nous discutions, que nous participions aux discussions sur le cadre du G20, sur l'économie et sur tout autre secteur de la réforme. Mais pour que ceci se produise et pour que nous anticipions sur la manière dont nous pourrons assurer notre prise d'action, il faudra que nous nous arrangions à ce que ce qui se fait aujourd'hui ne perdure pas dans la durée parce que ceci ne marchera pas pour des milliards d'Africains qui subissent ce système et qui en souffrent et qui pourrait également toucher les générations à venir. Nous faisons partie de la solution lorsqu'on parle d'action climatique ou d'autres questions internationales. La population jeune, nous avons une population jeune qui pourra intervenir alors que la population dans le monde vieillit. Notre part est donc importante. Il faudrait qu'on montre à l'échelle internationale ce que nous voulons et que nous nous en tenions. Merci infiniment, Dr. Morsi. Vous nous avez donné de manière concrète le cadre de la représentation et vous illustrez clairement la raison pour laquelle des conversations sans le continent ignorent les besoins ou les attentes du continent. Avant de poursuivre, je vais peut-être revenir à vous, Monsieur le Commissaire. Généralement, la raison pour laquelle on dit le défi à trouver une représentation, assurer une représentation africaine, c'est le défi, c'est le problème de la coordination. Je souhaite que vous battiez en brèche cette raison aujourd'hui. Merci, merci infiniment. Je ne sais pas combien de participants nous avons en ligne. Ils ne sont pas nombreux, juste l'orateur. Je suppose que l'orateur
Désolé, nous avons manqué cette partie. L'Union africaine s'engage à matérialiser. La première étape étant la suivante. Lorsque la majorité des pays africains ont obtenu leur indépendance, il était question de créer l'organisation de l'unité africaine. Et lors de cette réunion de lancement, plusieurs dirigeants, y compris le Premier ministre du Nigeria et Kwame Nkrumah, ont demandé la création d'un marché commun africain. Toutefois, ceci ne faisait pas partie de la décision initiale. Et dans les années 70, nous avons commencé à créer le marché commun en 1991. Nous avons adopté le traité, ou alors nous avons mis à jour le traité sur la communauté économique africaine. En 2000, jusqu'en 2002, nous avons créé l'Union africaine. Lorsque vous regardez le déroulement des événements, il y a deux étapes principales. La première, c'est l'organisation de l'unité africaine. Le deuxième ordre, c'est la communauté économique africaine qui vise à approfondir l'économie africaine. Et lorsque vous regardez l'architecture de l'Union africaine, ou l'acte constitutif de l'Union africaine, il y a trois institutions qui sont créées, la Banque centrale africaine, la Banque de développement et une troisième institution. La question principale ici est la suivante. Nous avons une longue expérience en termes de collaboration dans plusieurs instances lorsqu'il y a un accord dans certaines régions. L'Afrique a également son accord. Nous sommes rendus à un moment où il est très facile pour l'Union africaine de mobiliser les États membres de l'Union africaine pour prendre part aux questions de gouvernance mondiale. Ici, il n'y a pas de problème de coordination parce que nous sommes engagés à parler d'une même voix. Merci, Monsieur le Commissaire. Merci également pour ce retraçage historique de l'évolution de l'Union africaine. Nous avons vu une certaine évolution de l'Union africaine, la place de l'Union africaine et des pays africains dans ces forats multilatéraux et la reconnaissance de la pertinence de l'unité africaine. Je passe à Mavis. Mavis Owusu était le vice-président exécutif du Centre africain de transformation économique. Mavis, pour revenir à vous, vous avez été également très active dans le travail avec les ministres africains et des discussions ont émergé à plusieurs reprises au rang ou alors en tant que leader de la promotion du développement africain, j'aimerais recueillir votre point de vue sur la question de la place de l'Union africaine au sein du G20. Merci infiniment de m'avoir invité. Oui, vous avez raison. En partenariat avec la CEA et autres parties prenantes sur le continent, nous avons essayé de dégager la position des ministres africains de manière claire.
Pour ceux d'entre vous qui me suivez sur Twitter, vous verrez que je tweete tous les jours. Président 1, président 2, président 3. C'était le j'ai tweeté à plusieurs reprises ce matin. C'était très intéressant. Nous avons une voix commune, nous avons un message commun. Peut-être qu'un message que nous ne portons pas de la même manière, mais au final, nous avons un message commun. Lorsque nous sommes retrouvés avec ces ministres, l'idée était de dégager une déclaration claire de la position des ministres ou des demandes des ministres quant au cadre international. Et le cadre et au rang de ces demandes ou au rang des demandes des ministres, il était question d'assurer une place à l'Afrique au sein du G20. À Marrakech, nous avons annoncé les étapes visant à réaliser l'admission du continent au G20, mais ce n'était pas l'étape finale. Je commence par ceci. L'Af- L'Afrique compte 2 sur 5 personnes dans ce monde et la population ne fait que croître. Bientôt, nous auront un chiffre plus élevé que ça. Les gens disent que bientôt il y aura plus de femmes que d'hommes. D'accord, soit 40% de femmes dans l'avenir, mais au G20, nous n'avons qu'une place. Comparez ceci à l'Europe qui qui compte aujourd'hui moins de 1 sur 10 personnes dans le monde et qui a 6 places au sein du G20. Lorsqu'on parle de l'architecture financière internationale et le fait qu'il y a tous ces processus, et que l'une des résolutions dégagées lors de ce processus était celle des pionniers et que le G20 faisait partie de ces pionniers. Ceci fait sens ou alors il n'a aucun sens qu'en 2023, un continent qui compte près de 50% de la population mondiale ne fasse pas partie de cette organisation. Qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer comme exemple? Le défi de l'Afrique du Sud en tant que représentant est que l'Afrique du Sud ne représente pas véritablement les populations africaines. Il s'agit beaucoup plus d'une classe moyenne et l'Afrique sud-africaine a dit ou alors a dit clairement et à plusieurs reprises que leur place au sein du G20 était une place de représentation de l'Afrique du Sud. Or, nous voulons une représentation de l'Afrique. Pour remettre tout ceci en perspective, cette semaine, le Premier ministre Morsi a annoncé son accord. Nous avons également eu l'accord du Brésil, de la Chine, des États-Unis, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la Corée, qui ont accepté cette place de l'Afrique. Il faudrait juste que ceci soit formalisé. Nous apprécions que certains membres du G20 sont préoccupés par notre situation. Mais soyons véritablement clairs, nous ne parlons pas d'avoir une place ou alors d'avoir une place dans tous les blocs. Nous parlons de 55 pays. Oui, 55, mais je parlais de 54 sans l'Afrique du Sud. Par ailleurs, nous partageons des frontières avec l'Europe et le Moyen-Orient et que vous le vouliez ou pas, l'Afrique est devient de manière graduelle un centre d'intérêt pour les puissances internationales. Vous ne pouvez pas juste comparer l'Union africaine avec un pays africain. Plus important encore, et je reviens sur un commentaire fait par le commissaire Muchanga, nous devenons rapidement un marché commun et nous devenons rapidement le marché commun le plus important dans le monde. Nous avons également la population jeune la plus importante dans une société mondiale à majorité vieille. Le monde ne pourrait pas se permettre d'ignorer l'Afrique dans les grandes instances internationales. Alors, comment nous assurer cette place? Premièrement, nous tous devons appuyer la voix de nos leaders sur le continent et ceux qui, à l'échelle mondiale, plaident pour notre cause. Deuxièmement, pour mes collègues de la société civile, arrêtons de nous plaindre du pourquoi la situation est difficile. Assurons-nous plutôt que
nous n'attendions pas le Brésil et de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud ne représente pas tout le continent africain. Changeons les choses d'ici novembre. Beautifully put there, maybe. I think the need also to maybe just let me allow Alors, and you also allow our two speakers to leave for other nous allons interviews. donner la parole à d'autres orateurs. Merci d'avoir consacré de votre temps pour participer à cette rencontre. Nous allons permettre à d'autres panélistes de bien vouloir rejoindre le présidium. Yeah, I think we can just go on because there's another speaker. Nous allons poursuivre puisqu'il y a un intervenant en ligne ou une intervenante en ligne. I think you concluded on such an important note as well, maybe that Vous avez conclu votre propos sur une note très importante portant de la responsabilité de la société civile qui doit savoir que rien n'est acquis. It's a very, very important reminder. And also that we're speaking of the full continent, Et not just and nous also not any parlons region, de but then tout besides le the continent dans son European ensemble et non because of d'une seule région de ce continent. as a grouping is relatively advanced if one compares it to others. We mentioned South Africa. Nous avons parlé de l'Afrique du Sud dans la session précédente et j'aimerais à présent donner la parole à Sidro Porlos qui nous vient de l'Institut sud-africain des affaires internationales. Donc, elle est directrice de l'institution en question. Alors, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Alors, comment est-ce que l'on perçoit ce siège demandé pour toute l'Afrique au sein du G20? Comment est-ce que cette requête est perçue par l'Afrique du Sud? Et peut-être que, comme il a été dit, l'Afrique du Sud ne voudrait pas que le continent africain ait un siège au sein du G20. Est-ce que cela constitue une préoccupation pour l'Afrique du Sud? Donc, merci de votre intervention depuis Johannesburg. À vous la parole, Elisabeth. Merci infiniment. Merci Development Reimagine pour votre invitation. J'espère que vous me retenez très bien. Veuillez nous accorder quelques secondes pour activer votre son de notre côté. En attendant, j'aimerais demander s'il y a des questions dans la salle que vous voudriez bien poser à Mavis ou à d'autres intervenants. Avez-vous des questions que vous voudriez poser avant l'intervention d'Elisabeth? Je viens de Global Nation. Je pense que l'Afrique marque un point, et l'Union africaine en particulier, fait preuve de cette unité, de cette capacité à pouvoir se retrouver donc à la table des décideurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès sur cette question. Je trouve avec Africa CDC, il y a des questions de gouvernance et de démocratie qui sont posées. Alors, l'argument qui sous-tend notre présence ici, c'est que, alors, quand vous avez parlé d'autres régions, pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud seule puisse être représentée? Et nous avons du mal à recevoir l'orateur. Merci pour votre question. Je vais vous recontacter, Elisabeth. Elisabeth, est-ce que vous pouvez
Elisabeth? Oui, le son est bien. Answer this question and then I'll Alors, continue. permettez qu'on réponde à la question posée avant que nous vous donnions la parole. Alors, comme nous l'avons dit tantôt, il y a eu beaucoup de changements au travers le monde entier depuis la création des institutions, des grandes institutions, mais je suis très pragmatique quant au fait que nous devons mener donc cette discussion nous aurons donc cette discussion dans les 10 prochaines années sur cette nouvelle infrastructure de financement. Quand les décisions sont prises, et sur cette base, l'Afrique doit être présente au G20. Est-ce que le monde est prêt à prendre cette décision, à marquer ce pas? Pour cette question, je suis moins optimiste. Peut-être que cela ne va pas se produire durant mon vivant, mais ça va se passer quand même. Mais il faut que l'Union africaine puisse se retrouver dans cette organisation des décideurs pour apporter ce changement. Thank you, Mavis. Merci, So, Mavis. over to you. Oui, Elisabeth, à vous. Right, yes. I mean, I'm tempted to also sort of add my voice to Alors, j'aimerais réitérer ce que Mavis a dit. Je vais le faire un peu brièvement et répondre à la question qui s'adresse à l'Afrique du Sud. Vous savez, l'idéal, c'est de pouvoir mettre en place un système multilatéral efficace, marché formel, mais les clubs comme G20, le G7 ont été créés pour répondre à certaines questions relatives au multilatéralisme. Donc, le G20 a été créé il y a de cela 15 années avec différents objectifs. Et ce que nous avons observé au cours des 15 dernières années, et on y a fait allusion, Dr. Morsi aussi en a fait allusion. Donc, pour ce qui est des décisions financières au niveau mondial, ces décisions sont prises sans prendre en compte l'impact. Et nous avons un retour de l'intervention de l'oratrice dans la salle, ce qui ne nous permet pas de suivre. Bon, l'Afrique qui réunit des pays revenus intermédiaires, des populations vulnérables au changement climatique et d'autres chocs. Et dans certains cas, au cours des 15 dernières années, par rapport au sommet en 2008, il y a l'allègement de la dette et aussi les réglementations, les nouvelles réglementations en matière financière pour régler la crise financière. C'est l'un des domaines dans lesquels l'Afrique du Sud a présenté donc un argument très solide présentant l'impact de certaines de ces régulations sur les économies africaines, et notamment, mais il est important de pouvoir entendre d'autres voix africaines au G20. Personnellement, je ne suis pas d'avis qu'on ne puisse pas donc mener cette discussion selon laquelle les autres organismes régionaux voudraient y participer. Et le G20 pourrait devenir un hub qui représente la plupart des pays, mais que les décisions qui sont prises puissent se faire avancer les processus multilatéraux. Alors, j'aimerais revenir à la question concernant l'Afrique du Sud. Je pense que c'est peut-être une observation juste selon laquelle de tous les pays du G20, l'Afrique du Sud est le seul qui, d'une manière ou d'une autre, représente le continent. Et le commentaire qui a été qui a été ressorti selon lequel l'Afrique du Sud représente juste le pays, représente que les intérêts de l'Afrique du Sud est justifié.
Il y a donc plusieurs exemples qui ont vu donc l'implication de l'Afrique du Sud. Les comment donc l'Afrique du Sud a demandé la production des rapports et la soumission de ces rapports au sein du G20, mais l'Afrique du Sud n'a pas été en mesure de faire avancer certains de ces points à cause des intérêts de certains pays du G7. Donc, c'est le problème auquel nous sommes confrontés, ce qui concerne les flux financiers illicites. Et au cours de la pandémie, la première année notamment, nous avons aussi occupé la présidence de l'Union africaine et le président Ramaphosa a organisé des réunions régulières avec le bureau concerné pour assurer une coordination, non seulement sur la pandémie, mais aussi faire parler de l'organisation donc, de la réunion du G20 en mars 2020. C'est juste un exemple, mais il y a l'autre partie, le revers donc, de la pièce. Alors, l'implication de l'Union africaine au G20 de façon formelle est très importante. C'est une initiative très importante et cela fait l'objet de discussions et il y a un élan autour de cette question. Il y a des groupes de réflexion, des cercles de discussion qui s'y impliquent très souvent, mais pas seulement en Afrique, hein, mais avec des partenaires du pays du Nord, l'Union africaine et le NEPAD, et je n'ai pas vraiment le nom des différents organes ou des plateformes de haut niveau qui ont joué le rôle d'observateurs au G20. Donc, il faut garder cela en esprit. Mais pour revenir à la dernière question que vous avez posée, qui voudrait savoir si l'Afrique du Sud voudrait voir l'Union africaine au G20. Enfin, d'abord, l'Union africaine occupe un siège d'observateur au G20 et ce serait une opportunité pour nous que de travailler avec l'Union africaine sur des questions cruciales euh, qui relèvent les inquiétudes ou les préoccupations de l'Union africaine. Parce que les défis de développement environnementaux euh, ont un dénominateur commun, c'est l'infrastructure financière. C'est vrai qu'on parle d'initiative, mais je sais surtout euh, des réformes à long terme qui vont permettre de changer le paradigme financier dans lequel nous fonctionnons. Alors, si nous parlons de financement, comment est-ce que nous définissons donc la dette? Comment est-ce que nous pouvons répondre au changement climatique? Est-ce que notre élément que j'aimerais souligner, et je pense que le commissaire Mouchena et les autres intervenants en ont parlé. Je pense qu'il est important de faire remarquer qu'il y a une coordination au sein du G20 menée par le caucus du G7. Et cela a un impact sur la façon de mettre en place donc un système de coordination du G20. Il y a eu des initiatives permettant d'introduire les économies émergentes et ces initiatives n'ont pas été très efficaces pour des raisons plausibles. D'abord,
si l'Union africaine devient membre du G20, nous avons besoin d'une coordination solide entre les États membres africains. Et par rapport à ce que nous voyons donc au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, donc nous avons besoin d'une coordination du caucus africain et nous avons besoin de mettre en place une coordination entre les pays émergents au sein du G20. Rien n'empêche l'Afrique du Sud et l'Union africaine à pouvoir... Enfin, nous avons besoin de champions pour y parvenir parce qu'il y a une convergence sur un certain nombre de questions portant sur l'architecture financière mondiale et nous devons en tirer parti. Je ne sais pas si vous voulez que je parle des modalités ou est-ce que vous voulez me poser la question plus tard à ce sujet. Donc, c'est-à-dire les modalités quant à l'adhésion formelle de l'Union africaine au G20. Je pense que oui, vous pouvez intervenir sur cette question. Voilà. Je, je pense qu'il est important que nous rejoignions le G20 en ayant une idée claire des mécanismes et des modalités à mettre en place. Alors, les domaines sur lesquels donc l'Union africaine peut avoir une approche un peu différente de l'Union européenne, c'est que avec la Commission, la présidente von der Leyen, elle a un certain nombre de compétences qui lui permettent en tant que présidente de la Commission de l'Union européenne, qui lui permettent de ne pas avoir besoin de mandats supplémentaires, mais pour l'Union africaine, c'est différent. Donc, la combinaison de la Commission et de l'Union africaine et de la présidence de l'Union africaine qui sont des postes de rotation. Mais il faut veiller à ce que il faut fournir les ressources et la capacité nécessaires permettant à l'Union africaine de pouvoir tirer parti de son siège. Donc, si nous avons une place à la table, nous devons continuer de bien utiliser les couverts, c'est-à-dire disposer des outils nécessaires pour agir et mettre sur la table de discussion des questions qui nous sont très importantes et aussi de présenter des arguments pertinents, de mettre en place des coalitions. Nous devons présenter des arguments pertinents à notre situation. Et des pays comme l'Afrique du Sud et les organisations comme la CEA vont être d'une importance capitale en matière de renforcement de capacité. Donc, au sein de la Commission de l'Union africaine, nous devons mettre en place un secrétariat pour le G20 de façon à ce que les autres membres, bien sûr, parce que le nombre de réunions, de rencontres entre les groupes de travail sont des extensions et nous devons veiller à participer de façon efficace et avec robustesse à toutes ces rencontres. Je ne dois pas simplement se limiter au niveau le plus élevé. Et cela est important de voir la façon dont l'Union africaine peut parler au nom de l'Afrique sans que les pays n'accusent l'Union africaine de ne pas avoir le mandat d'aborder certaines questions. Nous savons qu'il y a 55 États membres, y compris l'Afrique du Sud, et nous ne sommes pas nécessairement d'accord sur certains points et sur certaines questions dans les détails. Donc, l'Union africaine doit parler au nom de tous les pays membres de l'Union africaine sur certaines priorités que nous aurions identifiées. Donc, il faudra aussi réfléchir à la question des mandats et aussi de la troïka au sein de l'Union africaine. Merci. Merci, Elisabeth. Pour avoir répondu à la question portant sur la structuration de notre implication. Ceci dit, je pense qu'il y a des enseignements que nous devons tirer, la façon dont nous sommes impliqués.
Donc, le A3, donc ce sont le groupe le A3, c'est le nombre, enfin, un certain nombre de pays, c'est-à-dire 3 pays africains au sein du Conseil de sécurité de l'Afrique. Mais ce n'est pas à ce niveau que la décision a été faite. Quand le- la réunion de A3 s'est tenue. Alors, il est clair que l'étape à laquelle nous nous trouvons, ou le niveau auquel nous nous trouvons, est différent du niveau auquel nous nous retrouvions il y a de cela 3 années. Certains membres du A3 ne sont pas au même niveau, mais à cause des mécanismes de prise de décision qui sous-tendent cette initiative, nous, nous avons pu adopter donc cette voie unique. Il y a un certain nombre d'enseignements qui ont été tirés et que l'on peut exploiter. L'autre point que j'aimerais soulever en ce qui concerne l'Union européenne, la composition donc de l'Union européenne qui est différente du fonctionnement de l'Union africaine. Mais il y a des façons ou des modalités que ne sommes pas forcément tenus de créer. Je vais à présent donc vous donner la parole pour poser vos questions. Vous avez entendu l'intervention d'Elisabeth. Thanks, and I don't want to go Merci. back because I actually had a similar question to Hassan, which I fully agree with his point. And thank you for answering. My name is Gaia Swiss-Canada, by Merci the way. d'avoir répondu à ma question. And yeah, the point of Merci de me donner la parole pour poser ma question bien G20, and I plus tôt. completely understand that in a world where the G20 exists, it's better for the AU to be there than not be there. Nous n'avons pas About how being un bon retour included de la salle, donc nous ne pouvons pas assurer l'interprétation. Last year, we saw remarkable coordination with the African group pushing through the tax convention resolution at the UN, which seems like a very positive move forward. So we're seeing sort of moving again the tax agenda away from the OECD and into the UN. Could we see more of that? And with the common framework that UNSG earlier this year said the UN is the umbrella under which discussions on debt should happen. So how do you see, and I understand the need for pragmatism, Alors, but I feel like we're in a time where pragmatism comment est-ce que because that's the level of change that we need. So how would you sort of marry those two needs while having comment est-ce que l'on peut donc faire parler donc du pragmatisme par rapport aux situations que nous sommes confrontés? Thank you. My name is Jara. I work for, I think it's called E3G. I'm from Ethiopia. Je travaille donc pour... Alors, une question portant sur le siège qu'occupe l'Afrique du Sud au sein de G20. Comment est-ce que le G20, l'Afrique du Sud peut représenter, dans quelle mesure est-ce que le G20 peut représenter les 55 pays? J'aimerais aussi savoir ce qui se passe dans ce cadre pour veiller à ce que cette initiative puisse aboutir. Deuxièmement, il faudrait aussi mettre en place des mécanismes pour que l'Union africaine puisse occuper pleinement sa place. Et nous savons tous que l'Union africaine, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau, au niveau de la base, pour que nous puissions, bien sûr, et bien porter la voix de pays que nous représentons.
Donc, il faudrait faire la différence entre l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine. Nous avons du mal à recevoir l'orateur. Body is the G20. As you call yourself, you're a very young nation. It's going to be the most populated. And why not sell the standard yourself? Become the green hydrogen hub of the world. Become sort of the largest carbon futures market. Think about the green belt. I mean, why not build 5 green belts? Become the inspiration, the idea inspiration, for the world. And things will actually accelerate and take a dynamic from unexpected ways. Thank you. So why Merci. what's the relevance of the G20? Thank you. I'm Yolanda Castillo from Eurodac, working on debt issues, and I wanted to. Alors, j'ai une question à poser à Elisabeth. Elle a parlé d'un cadre commun. L'Argentine elle participait au G20 et avait une position claire sur cette question du cadre, notamment du cadre commun. On peut la capacité en tant que membre du G20 de pouvoir influencer le processus. Qu'est-ce qui vous fait penser que la situation pourrait être différente avec l'Union africaine? Question très intéressante. Est-ce que cela peut faire apporter une différence? Perhaps Elizabeth first. Alors, back to you maybe. If you want to pick up some of the questions, the last one was particularly Alors, for you. la dernière question On others as well. est directement adressée à vous. Must confess, I think I heard most of them. Je pense que j'ai pu noter toutes les questions, Just a couple of critical mais that, il y a des mots principaux mots que je n'ai pas pu noter, mais commençons par la dernière question. I think the point that you make about whether the G20, whether the fact that you're Alors, in the je room voudrais savoir si means that you can le fait d'être dans la salle ou de participer au G20 peut permettre de déterminer les résultats, surtout quand cela vous affecte directement. a done deal. And I think that point around the dynamics within the Et G20. je pense que cela porte sur la dynamique au sein du G20 et, et ce sont là certaines questions qui portent sur la politique du G7 au sein du G20. L'autre dimension qui porte sur l'architecture financière mondiale, Not just the G7, but it's Europe and North America. And can be made without reference to Peut être fait sans référence à d'autres parties du monde. In the case of the Aussi, nous l'avons vu dans le cadre des discussions sur la fiscalité mondiale où nous avons eu un accord au sortir de la réunion du G20, mais ce n'était pas un accord idéal. Ce n'était pas un accord qui présentait directement les intérêts des États africains en matière de fiscalité ou qui améliorait la situation par rapport à ce qu'elle était par le passé. Alors, je conviens avec vous, ce n'est pas une panacée, mais au moins, c'est une salle, et c'est à ce niveau que se joue l'importance. C'est une salle où il faut de la coordination essentielle. L'année dernière, nous avons rédigé un papier sur une question
lié à l'égalité où il était dit que sans un cadre qui aide les pays endettés devraient refuser de payer, tomber en défaut de paiement de manière coordonnée. Parce que parfois, c'est à ce niveau que se situe le pouvoir du faible, c'est-à-dire dans le désistement. Et je pense que c'est nous sommes rendus à un moment géopolitique important. Je ne sais pas si nous avons suffisamment mis l'accent sur le moment géopolitique. Dans l'Occident ou dans le Grand Nord, et je le disais récemment lors du sommet sur le financement, ne peuvent pas à eux seuls influencer les décisions sur le système financier. Il y a eu plusieurs discussions dans le Grand Nord sur la raison de la prise de position ou non du Grand Sud quant à la question ukrainienne. Il y a eu une perception selon laquelle c'était une course mondiale désormais à contrôler telle ou telle région. Et ceci nous donne une occasion unique d'imposer des éléments qui seraient importants pour l'architecture financière internationale. Ceci passe par une stratégie, par le rassemblement de parties prenantes de différents bords. Je pense que nous avons la possibilité de le faire. Pour revenir à la question, oui, prendre place à la table, avoir même votre mot à dire autour de la table ne signifie pas qu'automatiquement vous obtiendrez le résultat souhaité. Par contre, ne pas prendre part à la table est encore plus problématique. Il y a un problème de légitimité qui a été soulevé à plusieurs reprises, mais je dois relever qu'au sein du G20, les pays qui croient, par exemple, sur la question fiscale, que ce problème doit être géré par les Nations Unies et non par l'OCDE, qui est un bloc particulier de pays développés. Poser ce problème sur la table du G20 et se rassurer que le rôle des Nations Unies, par exemple, soit reconnu en matière fiscale est aussi une possibilité. Ce ne sera pas facile. Nous connaissons la politique fiscale et la raison pour laquelle celle-ci est gérée par l'OCDE, mais au moins, il est important de faire cette proposition. Par ailleurs, je me souviens, il y a de cela plusieurs années, lors d'une conférence organisée sur le G20, après que cette organisation avait été élevée au rang de sommet de leaders. C'était autour de 2007 par là. Il avait été dit que le G20 était davantage inclusif parce qu'il rassemblait les économies en développement, les économies industrialisées et que les décisions du G20 étaient plus éclairées par les positions et les perspectives du monde en développement. Et une observation importante s'est dégagée, qui était la suivante. Tant que les conseillers principaux, tant que les fonctions de secrétariat principal sur le travail que fait l'organisation est géré par les pays du Nord, il n'y aura pas véritablement ce changement de paradigme. Je pense donc qu'il nous revient donc de montrer au monde que nous voulons travailler avec vous sur certaines de ces questions et c'est le travail que nous faisons au sein de l'institution en matière de renforcement des capacités des think tanks africains à prendre part aux négociations du G20 est important parce que permettra aux pays africains de valablement discuter au sein du G20 en aidant les parties prenantes de l'Afrique à faire des recommandations de politique et des positions de politique qui vous aideraient
l'Afrique du Sud, y compris, a fait progresser vos idées et a montré la manière dont vous voulez et a influencé le G20 de manière à renforcer l'ancien système multilatéral. Il ne s'agit pas de fragmenter, mais il s'agit de se servir de ces forats qui pourraient créer davantage de fragmentation à créer un organisme légitime beaucoup plus complet, qui est les Nations Unies. Merci, à renforcer les Nations Unies plutôt. Merci, Docteur Mavis. Je vais essayer de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées dans la mesure du possible. La question de la capacité de de la Commission de l'Union africaine à promouvoir la place à la table. Sur la question de la capacité de la Commission de l'Union africaine à promouvoir la place à la table, nous sommes unis. L'accord est sur cette base, comme Elisabeth l'a dit, au cours des derniers 24 mois, nous avons véritablement travaillé ensemble en tant qu'institut de pensée sur le continent. Nous travaillons ensemble pour appuyer les gouvernements et les instituts de recherche. Et ce que nous essayons de faire actuellement, c'est d'identifier le type d'appui de secrétariat qui sera requis pour nous assurer que l'Union africaine, grâce à la Commission de l'Union africaine, prenne véritablement une place à la table. Il ne s'agit pas d'un scénario où nous avons une place que nous n'exploitons pas. Il ne peut pas s'agir d'un scénario où un seul pays comme l'Afrique du Sud est représenté. Il faudrait avoir une voix commune. Et qu'à ce moment, nous créions un caucus africain. Comment créer ces caucus de manière à façonner ces dialogues? Pour ce qui est de la contribution de la société civile, je dirais qu'en tant qu'institut de politique, nous n'avons pas forcément mis l'accent sur ce qui doit être fait. Ce n'est que maintenant que nous incluons la société civile et les réseaux sociaux sur des mécanismes de redevabilité qu'ils promeuvent. Donc, nous, en tant que continent, nous n'y sommes pas encore. Joignez-vous à nous. Nous souhaitons avoir autant d'alliés que possible parce que la tâche est ardue. Sur la question de savoir pourquoi nous avons ce désir ardent de rejoindre le G20 ou de rester dans les Nations Unies, je vais remonter quelque peu dans l'histoire. La dernière fois que nous étions ici, c'était lors d'une crise majeure où le monde a connu un bouleversement où le monde s'est acharné à assurer une place à la table pour l'Afrique. Si vous regardez ce débat sur voix de l'Afrique au sein du G20, comme les collègues de Development Reimagined nous l'ont rappelé, vous verrez que ceci commence par Kaburuka, qui a plaidé pour une voix plus porteuse. À ce temps, il n'y avait pas autant de traction qu'aujourd'hui. Le monde était relativement stable. Mais aujourd'hui, il y a une crise. Il y a cet ensemble de crises. Le monde veut davantage travailler de concert pour surmonter ces crises. Deuxièmement, et c'est un aspect très intéressant, il s'agit de la différence dans les voix de l'Afrique. Vous l'avez sans doute écouté ce matin, plusieurs Africains désormais parlent de leur agentivité, de leurs droits et disent, nous voulons un système mondial qui marche efficacement pour nous. Et la reconnaissance de la taille du pays, ce que nous pouvons offrir en tant que place à la table. Et je ne sais pas, avant de venir ici, le président Ramaphosa a essayé de dire, n'essayons pas d'en faire un autre euh, caucus. Nous avons l'engagement, je dirais donc que
Cette différence dans les voies ne s'émancipera pas de sitôt. On a parlé des blocs. Il faudrait sans doute miser sur les blocs. Il serait naïf de dire de se poser la question de savoir pourquoi vous souhaitez rejoindre ce système archaïque. La question est la suivante. Ou alors le problème est le suivant. Ces institutions discutent de la majorité des problèmes que nous avons. Lorsqu'on parle de construction verte en Afrique, l'Afrique a 70 à 80% des ressources de construction verte et moins de 3% de technologie. Comment construire vertement lorsque la technologie est ici et que d'un autre côté, nous avons les ressources et que nous n'avons pas l'argent pour tirer, pour faire venir les technologies sur le continent, pour capaciter ces technologies, parce que dans le système mondial actuel, il est beaucoup plus sûr là dehors, apparemment, qu'il ne l'est sur le continent. C'est quelque chose du genre. Tout ceci, c'est pour dire que le système financier international signifie que même l'argent pour réaliser le système dont vous parlez se situe dans ces instances dont nous parlons. Et je faisais un peu de recherche récemment sur l'Afrique et le G20 pour la présidence de l'Indonésie et j'ai été frappée de voir que ce n'est qu'en 2014 que le G20 a mis des questions de développement de l'Afrique sur l'agenda. C'est à ce moment-là que la conversation a commencé et nous avons vu plusieurs actions. Nous avons vu le GSSI, nous avons vu le track financier du G20, le pacte mondial, etc. L'Afrique n'a pas dit que nous voulons que ce genre d'actions soient prises. Ces actions ont été imposées à l'Afrique. Il y a un problème autour de la réalité de l'argent qui entraîne les changements systémiques sur le continent et qui se situe au sein de ce cadre. Et c'est à ce niveau que les décisions sont prises. Et si ces décisions ne transitent pas ou alors ne quittent pas cette instance pour les Nations Unies, alors la situation ne changera pas. Lorsque le monde nous a confinés, nous nous sommes mobilisés et nous avons fait que l'Africa CDC marche. Lorsqu'il fallait passer à l'étape supérieure, nous avons besoin de l'argent du monde et ceci a dû entraîner plusieurs problèmes auxquels nous n'étions pas préparés. Le CDC Afrique avait un agenda clair pour le continent et il s'agissait de construire des chaînes de valeur régionales. Donc, il devrait y avoir des poches d'excellence et nos efforts devaient être conjugués pour créer un centre d'excellence africain. Mais une fois que l'argent est venu, notre ambition belle a dû être changée. Voilà donc comment les choses se passent. Nous n'avons pas un pouvoir suffisant sur les ressources pour réaliser l'ambition dont vous parlez. Nous convenons avec vous. Il faudrait une ambition qui fasse sens. Pour le moment, créer notre propre organisation n'est pas un problème, mais d'où viendront les ressources? Pour le moment, il faudrait davantage promouvoir notre position. Et si nous sommes sages et que nous travaillons avec nos partenaires, comme Elisabeth l'a dit, on pourrait davantage influencer le changement que ce que nous le faisons déjà. Je vois un engagement important dont je souhaite que nous tirions parti avant que la prochaine génération n'arrive. Nous approchons de la fin de notre conversation. Nous avons plusieurs participants en ligne, 30 pour le moment. Wow. Je dirais un bon nombre. Il y a aussi quelques questions qui ont été écrites dans la fenêtre de discussion. La première étant la suivante, je vais les lire.
Y a-t-il certaines réformes que l'Union africaine devrait faire et qui peut-être bloquerait ses chances de rejoindre le G20? La deuxième question, comment faire une différence entre la faillite du multilatéralisme et la concentration du pouvoir pour dévaluer davantage les organes démocratiques tels que les Nations unies et accentuer l'influence au sein d'organisations telles que le FMI et la Banque mondiale de manière à reléguer les rôles de structures telles que l'ECOSOC et l'INFC au second plan. Nous avons eu le G7, le G24, le G77, etc., qui semblent compétir pour le pouvoir et qui changent en fonction de mesures arbitraires. Mais ce qui est frappant est que, etc., etc. Bon, j'avais déjà lu la question. Alors, qu'est-ce que ceci signifie pour le multilatéralisme? Pour la première réponse, je ne suis pas le G20. Elisabeth peut nous dire pourquoi nous avons difficulté à rejoindre le G20. OK. Sur la première question de Mustafa, I think the point that we probably, as Africans, need to reflect on is whether by sitting at the table, l'Afrique devrait réfléchir à la question suivante. I think it's the issue of mandate, and how we enable. Quel est le mandat de l'Afrique? Quel sera le mandat de l'Afrique à la table? Comment renforcer le pouvoir de la Commission de l'Union africaine et comment assurer la question de la rotation, la présidence rotative. Chaque année, il y a une nouvelle présidence qui permet au moins aux partis qui assurent la présidence de faire un changement. Il faudrait que l'Afrique soit suffisamment outillée et aussi l'Afrique n'a pas les capacités qu'il faut pour prendre part au G20, raison pour laquelle l'appui de la Commission et de la CEA est important. Nous n'allons pas changer l'ensemble des caractéristiques de l'Union africaine en tant qu'organisation intergouvernementale. Il devrait certainement avoir des mécanismes sur lesquels nous allons réfléchir et que nous devrions adopter et qui rendrait la participation de l'Afrique au G20 plus facile et qui faciliterait également la présidence rotative parce que le véritable problème est la présidence rotative. Comment renforcer les capacités de l'Afrique à prendre valablement part aux discussions du G20 sur l'infrastructure, les finances, le changement climatique, l'énergie, etc. Il ne s'agit donc pas forcément de réformer l'Union africaine, mais dans le contexte existant, quels mécanismes adopter au niveau des chefs d'État de l'Union africaine qui peuvent outiller la Commission de l'Union africaine à prendre valablement part au G20. Je vais donner la question la plus difficile à Mavis. OK. Je vais résumer. Nous voulons que le système de multilatéralisme ne disparaisse pas, mais est-ce que nous ne sommes pas également en train de dire que ce système de multilatéralisme ne marche pas? Lorsque vous regardez où se situe le débat, il y a une différence nette entre les pays du G7 et le reste du monde, ou alors la majorité des pays qui souhaitent une refonte, contrairement aux pays du G7 qui veulent un statu quo. Il y a des blocs et ceux-ci ne cessent d'être dynamiques, mais la question est que le G7, le G20
sont restés relativement constants et continuent d'être très influents dans ce système multilatéral. On pourrait être chanceux et voir les amendements proposés de 40 milliards et une bonne partie de cet argent sera dédiée aux pays à revenus faibles. Parce que si vous regardez les fonds auxquels on a fait référence ce matin, la moitié de cet argent, désolé, nous avons manqué cette partie. Il y a donc un véritable problème de liquidité. Si par exemple, nous essayons de faire en sorte que les pays de ces blocs qui sont restés forts toutes ces années, si nous arrivons à faire donc que certains pays africains y participent, peut-être qu'on pourrait changer certains problèmes. Il faudrait qu'on commence à faire du lobby pour pour des changements au sein du FMI, au sein des banques. On pourrait voir des relations plus fortes entre les MDP au centre et les MDP régionales. Ce sont des questions qui sont promues par les Nations Unies. Ce n'est pas comme si les Nations Unies ne faisaient rien, mais les choses ne changent pas. Si on pourrait donc faire en sorte que ces pays qui ont une voix au sein du système mondial se trouvent dans des instances où ils peuvent valablement influencer le changement, dans ces instances où se trouve l'argent, peut-être à ce niveau, on verra un quelconque changement. Et je ne pense pas qu'on devrait sous-estimer le problème de la coordination de nos forces. Comme on le dit tout le temps, euh, avec l'égalité de genre, jusqu'ici, nous n'avons qu'un changement de 7%. Tout ceci pour dire qu'il faudrait se trouver où l'argent se situe. L'argent dirige le monde, malheureusement. Sur cette note, ou plutôt sur une note plus positive, la discussion d'aujourd'hui nous montre qu'il y a énormément de matière à réfléchir sur la place que peut occuper l'Afrique au sein du G20. Ce n'est pas comme si ceux qui sont impliqués ne sont pas au courant des défis et des critiques, ils le sont. Et il y a suffisamment de réflexion au sein du continent sur la manière d'optimiser cette place à la table. C'est vraiment cette agentivité que je souhaite marteler aujourd'hui. Nous allons clôturer. Avant cela, je vais donner la parole à mes collègues de Development Reimagined. Je me rends compte que je ne me suis pas présentée. Je travaille à Development Reimagined, mais je suis également conseillère à l'African Climate Foundation. Nos collègues de Reimagine vont sans doute clôturer cet événement, mais pour ma part, je dois déjà vous remercier d'avoir pu dégager de votre temps pour prendre part à cette session. Bonsoir à tous. Merci infiniment d'avoir pu dégager de votre temps pour prendre part à cette session. Avant de commencer, je m'appelle Avery Caillou. Je travaille à Development Reimagined et j'ai ma collègue Jane qui est coordonnatrice. Je dirais que
Nous avons pris du plaisir à prendre part à cette session. Nous vous remercions pour avoir pris part à cette réunion en présentiel et en ligne et pour avoir contribué à cette discussion cruciale. Merci également pour les questions excellentes posées. Merci aux panélistes pour les réponses excellentes. Je remercie également grandement nos orateurs, Son Excellence le commissaire Mouchanga, qui n'est plus là, de la Commission de l'Union africaine, la directrice exécutive adjointe de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Dr. Anna Morsi Mavis. Merci infiniment du Centre africain de la transformation économique en ligne. Nous avons Elisabeth de l'Institut sud-africain des affaires internationales. Merci à tous pour vos partages de connaissances et votre perspicacité. Bien sûr, nous n'oublions pas les participants de l'ACF ou notre collègue de l'ACF pour sa modération excellente. Je veux quelque peu parler du sujet de la discussion qui était intitulée de Paris à New Delhi, la nécessité d'une nouvelle architecture financière, pourquoi le G20 a besoin de l'Union africaine. Pourquoi Paris dans le titre? Parce que nous sommes à Paris. Et pourquoi Delhi? Parce que Delhi assure la présidence du G20. Et comme vous l'avez écouté de nos panélistes aujourd'hui, l'aspiration est de faire de l'Union africaine un membre influent au sein du G20. Grâce à la présidence de l'Inde en septembre. Nous ne relâcherons pas tant que le G20 ne fera pas ce qu'il faut. Je suis convaincue que notre participation passerait par 3 points. D'abord, le G20 est une organisation dont la puissance n'est plus à démontrer. Et ce serait une erreur de laisser l'Afrique en marge de cette organisation. Deuxièmement, le commissaire a dit aujourd'hui que les États membres de l'Union africaine, c'est important et nous sommes à un moment géopolitique important et il est important pour l'Afrique de tirer parti de ce moment. Deuxièmement, plutôt, le défi demeure que l'Union africaine et la Commission africaine ne se sont pas décidées sur les modalités claires de la participation de l'Afrique au G20. Le commissaire l'a clairement rappelé aujourd'hui que la CUA a le mandat qu'il faut, mais les discussions ont montré qu'il y a plusieurs options et qu'il faudrait réaliser ces solutions le plus tôt possible. Troisièmement, je termine en demandant à tous ceux qui sont présents dans la salle et à ceux qui sont connectés en ligne. Juste la semaine dernière, comme il a été reconnu, l'Inde est devenue le 11e pays à annoncer son appui pour une participation de l'Afrique au G20. Désormais, plusieurs pays n'ont pas encore répondu, notamment l'Argentine, l'Australie, le Canada, l'Italie, le Mexique, la Russie, l'Arabie saoudite, entre autres. Voyons si on pourrait faire en sorte que ces pays restants acceptent que l'Union africaine rejoigne le G20, notamment en partageant les conclusions de cette session. Je termine sur cette question que vous pouvez trouver en anglais, en espagnol et en arabe sur notre plateforme. Une fois de plus, au nom de Development Reimagined et l'ACF, je vous remercie grandement d'avoir pris part à cette session. Merci infiniment à toutes les équipes qui ont rendu cet événement possible et nous vous souhaitons une suite fructueuse du sommet sur le financement mondial ici à Paris.